Bon, bienvenue au musée du Fouta. Le musée du Fouta est une institution culturelle qui a vu le jour en 2001 et c'est l'initiative d'un couple. Elhadj Bonata Dieng, professeur de grade, et son épouse Adja Zeynab Koumanthio Diallo, donc littéraire, connue pour être femme de littérature et ambassadrice de la paix. Nous sommes à l'entrée du musée avec une femme en position de souhaiter la bienvenue. Dans la culture Peul, lorsqu'on veut souhaiter la bienvenue, on dit que Sadimon Kotoli. Et la femme qui doit vous souhaiter la bienvenue, soit elle a une calebasse d'eau, une calebasse de lait, une calebasse de céréales ou une calebasse de cola. Ça dépend de ce que vous avez sous la main quand vous êtes arrivé. Donc, Sadimon Kotoli, c'est un peu la façon Peul de souhaiter la bienvenue à l'étranger. Donc, bienvenue au musée du Fouta. Là, on est dans la salle d'exposition principale et ça s'appelle Espace Karamoko Alpha Molabé. Donc, Karamoko Alpha Molabé, c'est le fondateur de la province de l'Abbé du temps du Fouta théocratique et c'est l'un des 9 marabouts qui s'étaient coalisés pour créer le Fouta théocratique. Donc, c'est l'espace Karamoko Alpha Molabé. À ce niveau, nous avons... il faut d'abord rappeler que chez les Peuls, il y a 3 choses qui comptent plus que tout. Il y a la femme, la vache et la foi. Et donc ici, c'est l'espace dédié à la foi. Au beau milieu de cet espace, nous avons un personnage central, donc le grand-père. Au Fouta, chaque grand-père porte principalement 3 rôles. Il y a un rôle d'éducation, un rôle de médiation, un rôle de directeur du culte. Donc, le personnage que nous avons là, il porte entre autres d'autres insignes de la culture Peul, et non des moindres. D'abord, on a le pouto, le bonnet traditionnel. Aujourd'hui, c'est un bonnet très culturel, mais il n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Avant, il fallait appartenir à 3 entités précises pour pouvoir le porter. Soit qu'on était un chef, soit qu'on était un religieux respecté, soit qu'on était une personne riche. Donc, Ngalo et Lando et Gando. C'était les 3 personnes qui portaient ce type de bonnet. Donc par-dessus le bonnet, on a le turban. Chez les Peuls du Fouta, il y a 4 types de turbans. On a le turban de la chefferie, Metelol Lando. On a le turban de l'érudit, Metelol Tiernojo. On a le turban du Farba, le maître de la parole. On a le turban de celui qui revient de la Mecque, qui revient du pèlerinage. Donc voilà ça. Et ça, c'est certains outils qui contribuent aussi à la pratique du culte. Par exemple, ici, on a le maître coranique et son apprenti. L'apprenti a entre les mains la planchette que tout bon musulman connaît, mais que tout bon Peul connaît aussi. La planchette, elle est faite de bois et elle peut servir tant que l'on vit. Tant qu'elle est viable, tant qu'elle peut encore servir, elle peut être utilisée. C'est ce qui marque la différence d'avec l'ardoise de l'école occidentale, par exemple, qui ne sert qu'à l'apprentissage de base. Après, on la laisse tomber. Elle, la planchette, on peut l'utiliser toute la vie, on peut même la léguer à ses enfants après. Ici, nous avons une pierre lustrale, c'est pour les ablutions à sec. L'islam le permet, quand on n'a pas d'eau, de faire les ablutions avec quelque chose de naturel, soit du sable, du gravier, une pierre. Et donc, beaucoup de vieux Peuls, ils préfèrent utiliser la pierre lustrale. Et voilà. Et à côté, vous avez la petite jarre là, le petit canari là, qui servait de bouilloire avant. C'était pour les besoins des ablutions, c'était pour aller aux toilettes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous avons 2 types d'encriers. Les encriers sont des récipients dans lesquels on conserve l'encre pour écrire sur les planchettes. Et à côté, on a donc le trousseau qui permet de conserver, de ranger les plumes avant et après usage. Ici, nous avons une planchette de cuivre. Ça, c'est le compagnon des grands marabouts Peul. Lorsqu'ils ont envie de jeter un sort, que le sort soit bon ou mauvais, ça a la vertu de rendre plus efficace le sort qui a été jeté et plus rapide aussi. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous avons une malle en bois. La malle en bois, c'est un peu multi-usage. Ça peut être un coffre-fort, ça peut être, si vous voulez, une bibliothèque, ça peut être aussi une valise. Ça dépend de ce que ça contient.
Et c'est l'occasion de rappeler que le musée sort d'une numérisation de 27 000 manuscrits anciens qui ont entre 100 et 427 ans. Donc c'est un peu ça. Bientôt le drive sera disponible sur le site du musée. Et ça c'était un travail commun avec l'université de Boston aux États-Unis. Donc c'est un peu ça. Et à ce niveau, nous avons la farm pearl et un peu l'élevage. Donc voilà. Chez les peuls, on ne traite pas dans n'importe quel récipient. On ne traite ni dans du plastique, ni dans du métal. On traite dans du bois, soit une calebasse, soit un bol tel que celui que vous avez sous les yeux là. Et c'est les femmes qui traitent les vaches parce que elles ont plus de sensibilité, elles ont plus de douceur et tout. On croit que chez les peuls, on croit chez les peuls que lorsqu'un homme traite une vache, que il risque de détruire son troupeau parce que les gens vont venir voler, détruire et tout, ou les animaux risquent d'être agressifs. Donc voilà ce qu'on croit chez les peuls. Et aujourd'hui encore, c'est les femmes qui traitent. Et chez les peuls, on peut donner un nom aux animaux. Le nom qu'on donne dépend soit de la couleur, soit de l'âge, soit de la volonté du propriétaire. Donc voilà, ça c'est les critères. Donc là, on est dans une case de farm pearl. La case de la farm pearl est multifonctionnelle. C'est à la fois une chambre à coucher, c'est une cuisine, c'est un atelier de tissage. Quand les femmes tissaient, on faisait de la fermentation à l'intérieur. Et aussi, les enfants pouvaient venir autour de la grand-mère ici, par exemple, pour réviser leur Coran ou pour écouter un conte, par exemple. Donc, quand on prend un à un, on a le foyer ici. Dans chaque case de farm pearl, il y avait un foyer comme ça pour beaucoup de choses. Ça pouvait être pour éclairer, ça pouvait être pour réchauffer l'intérieur, ça pouvait être pour préparer un plat d'urgence parce qu'un étranger est arrivé. C'était le lieu aussi où les enfants pouvaient venir écouter un conte de leur grand-mère. Donc ça permettait aussi de sécher tous les produits qui étaient disposés par exemple au-dessus sur cette petite clé de séchage. Donc c'est un peu ça. Ici nous avons le dispositif de fermentation du lait chez les peuls. Il y en a qui parlent de dengeleng, il y en a qui parlent de nyari julu, fedande, c'est autant de noms que l'on donne. Donc les peuls pensaient que la seule fois où la femme peut gifler son mari, c'est quand elle le surprenait en train de voler dans sa jatte de lait, par exemple. Ici, on a le grenier d'intérieur. Il y a aussi des tabourets à côté. Aujourd'hui, il est de tradition que lorsqu'une fille se marie, chez les peuls, on la fait asseoir sur un petit tabouret comme ça, qu'elle puisse porter les valeurs de sa grand-mère. Donc, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, vous avez une étagère faite de terre et sur laquelle trônent des calebasses. Donc, c'est un peu des ustensiles qu'on n'utilise pas chez les femmes peuls. Tout ce qui était de surplus, qui était rangé là, ça permettait de décorer l'intérieur de la case. Mais il y a aussi une calebasse ici qui contenait forcément de la nourriture en prévision de l'étranger qui pouvait venir. Ah. Là, on va aller sur les instruments de musique. Donc là, nous sommes au niveau des instruments de musique et il y a des choses qui sont communes pratiquement à toute l'Afrique et à toute la Guinée. Il y a d'autres qui sont spécifiques au Fouta-Djallon. Donc quand on prend par exemple le djembé est africain. Chaque partie du continent fabrique son djembé à la façon de chez lui et voilà. Donc le tour est joué. Et après, nous avons là la calebasse qui devient un instrument de musique. La calebasse est multi-usage. Chez les peuls, on l'utilise du berceau au tombeau. Donc là, la calebasse prend sa forme d'instrument de musique. Et quand c'est les hommes qui jouent, ils jouent comme ça. Ils passent la calebasse sur le ventre, ils se mettent à
frapper. Quand c'est les femmes qui jouent, elles jouent assises, elles renversent la calebasse dans une bassine d'eau et jouent avec les mains nues, alors que les hommes jouent avec des bagues. Donc c'est un peu une petite différence. Là, on a le bolon. C'est une sorte de kora originaire de la Haute-Guinée, à 3 cordes généralement, introduit au Fouta à travers les échanges entre l'Almami Samori et les Almamis du Fouta. Donc chaque fois que les Almamis du Fouta faisaient un cadeau à Samori, c'était des soldats et des guerriers qui accompagnaient ce cadeau. Et quand c'était l'inverse, c'était des soldats et des guerriers de Samori aussi qui accompagnaient les cadeaux de Samori. Donc c'est dans ce sens que le bolong est entré dans l'ère géoculturelle foutanien et cette guitare-là est entrée dans les usages en Haute-Guinée, dans l'ère mandingue. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous remarquez que le reste des instruments est mis sous verre. C'est mis sous verre parce que nous voulions préciser qu'il y a un péril qui pèse sur les instruments de musique pastorale aujourd'hui, parce que la continuité n'est pas en train d'être assurée. Aujourd'hui, il y a des facteurs sociaux qui font que il est mal vu d'être un chanteur, il est mal vu de pratiquer de l'art, d'être un griot entre griffes, ainsi de suite. Donc c'est un peu ce qui fait que la transmission elle est un peu bousculée. Et donc comme on est en danger, comme on risque de ne plus trouver de joueurs de ces instruments, il y en a, on ne trouve plus de joueurs de certains instruments déjà, donc ça ne fait que progresser. Voilà pourquoi c'est mis sous verre. Et le musée fait ce qu'il fait fait ce qu'il peut pour essayer de conserver tout ça. Il y a des enregistrements parfois, des dernières et rares personnes que nous avons qui peuvent encore jouer. Donc ici on a la guitare traditionnelle, on a le violoncelle qui se joue avec un archer. L'archer est fait à base de graines de cheval, donc les poils de cheval. Et là, le violoncelle est couvert d'une peau de varan. Donc c'est toujours comme ça. Et après on a les deux types de flûtes pastorales, c'est la plus connue, la flûte traversière. Donc aussi il y a celle qui se joue horizontale, donc Tuniru et Tambiru en pula, c'est un peu les noms. Donc on a les castagnettes, certains les appellent les sistres, ils sont des instruments à percussion faits à base de rondelles de calebasse aussi. Et on a les arcs musicaux au bout, à la fin avec ces calebasses que vous voyez. Donc voilà pour l'essentiel ce que nous avons d'instruments de musique pastorale aujourd'hui. Si vous prenez cet instrument, il ne reste que 3 joueurs de cet instrument en République de Guinée, donc un à 86 ans et poussière. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le seul qui était entre l'abbé et Kindia, c'était celui-là, il est décédé il y a 3 ans maintenant. Et ça, c'est une photo qu'on a prise à sa dernière prestation ici. C'était l'une des journées culturelles du musée du Fouta. Donc c'est un peu ça.